Quasiment 14h sur BFM TV. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'après-midi info. On est ensemble jusqu'à 18h avec Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une aujourd'hui, cette rencontre Trump-Poutine pour la paix en Ukraine qui aura lieu vendredi prochain en Alaska. Une réunion sans l'Ukraine et dans un lieu pas choisi au hasard. De son côté, Volodymyr Zelensky a appelé l'Europe à prendre des mesures claires après un échange téléphonique avec le Premier ministre britannique. Décryptage dans ce journal avec nos journalistes. Jean-Didier Revoin, notre correspondant à Moscou, Sarah Andersen à New York. Nous serons également avec Paul Gogo, notre consultant Russie, ici en plateau, également avec Ulrich Bouna et Guillaume Lasconjarias. On parlera aussi de cet incendie qui ne sera pas fixé avant demain. Dans l'Aude, les pompiers restent mobilisés en nombre pour éviter toute reprise de feu après que 16 000 hectares aient été parcourus depuis mardi. Incendie fixé, mais les conditions météo inquiètent. On va en parler dans ce journal. La chaleur qui ne va pas arranger la situation avec ces 28 départements du sud de la France qui sont placés aujourd'hui en vigilance orange canicule. Ce sera 40 demain dans tout le sud. Les températures qui dépasseront localement les 40 degrés alors que certaines municipalités prennent les devants justement pour protéger leurs habitants. On vous parlera aussi de ce jeune homme qui est décédé à Bièvre dans l'Essonne ce matin, victime d'une course-poursuite avec la police après un refus d'obtempérer. Un autre homme également mis en cause a quant à lui été interpellé et placé en garde à vue. Le point sur l'enquête dans cette édition. Mais tout d'abord, donc cette rencontre qui aura lieu vendredi prochain entre Donald Trump et Vladimir Poutine en terres américaines, en Alaska plus précisément, pour décider du sort de l'Ukraine, mais sans l'Ukraine. Jean-Didier Revoin, vous êtes notre correspondant à Moscou. Le Kremlin trouve assez logique le choix de l'Alaska comme lieu de cette rencontre et a même invité Donald Trump à visiter la Russie ensuite, après cette rencontre. Est-ce que ce sont des signaux plutôt positifs envoyés par Moscou ? Bien oui, dans la mesure où effectivement ça veut dire que si Donald Trump rencontre Vladimir Poutine, c'est-à-dire que Vladimir Poutine estime qu'il y a matière à avancer en tout cas sur la question de l'Ukraine. La question qui se pose, c'est que, on l'a dit, Donald Trump a parlé d'échanges de territoires qui seraient bénéficiaires pour les deux parties, alors que du côté de Moscou, eh bien on tempère, on est beaucoup moins enthousiaste. Le conseiller de Vladimir Poutine, Yuri Ushakov, a notamment parlé du fait que les prochains jours seraient consacrés à l'élaboration des détails de la rencontre, et tout en précisant bien que c'était un processus difficile. On sait que la résolution de la crise ukrainienne pose problème. Les Ukrainiens et leurs alliés occidentaux voudraient avoir un cessez-le-feu immédiat pour ensuite négocier une paix. La position russe est à l'opposé complet, dans la mesure où les Russes souhaitent commencer à négocier pour trouver une paix durable. La question est dans quelle mesure est-ce que Vladimir Poutine et Donald Trump vont parvenir à se mettre d'accord la semaine prochaine en Alaska. Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. On ne connaît pas les détails précis, si ce n'est que le conseiller de Vladimir Poutine, Yuri Ushakov, a fait savoir il expliquait hier que les deux hommes parleraient de sécurité mondiale, de traités sur les armes nucléaires et également des relations bilatérales, ce qui veut dire que Moscou semble avoir reçu des gages qu'une solution laisse négocier dans un cadre plus large qui dépasse en fait le simple cadre du conflit ukrainien. Jean-Didier Revoin, correspondant BFM TV à Moscou. Alors peu de précisions à ce stade sur les termes de cette rencontre de vendredi prochain, ni sur le lieu exact en Alaska où cette rencontre se tiendra. Le président américain a simplement évoqué un éventuel échange de territoire entre la Russie et l'Ukraine, des discussions pour une paix en Ukraine qui seront par ailleurs menées sans l'Ukraine. Le reportage de Mathilde Couvillier-Flornois. Toute décision qui serait prise sans l'Ukraine serait une décision contre la paix. C'est ce qu'a affirmé Volodymyr Zelensky sur ses réseaux sociaux après avoir appris que l'Ukraine ne serait pas conviée à la table des négociations. Donald Trump recevra Vladimir Poutine en Alaska pour tenter de mettre fin au conflit russo-ukrainien. Et un règlement de la guerre comprendra, selon lui, des concessions territoriales. Nous cherchons à récupérer certaines parties et à en échanger d'autres. Il y aura des échanges de territoires dans l'intérêt des deux parties, mais nous en discuterons plus tard. Des territoires qui se trouvent dans les zones ukrainiennes actuellement occupées par la Russie. Mais pour Kiev, pas question de céder la moindre parcelle de terre. La question territoriale ukrainienne est déjà inscrite dans la constitution de l'Ukraine et personne ne reculera ni ne pourra reculer sur ce point. Les Ukrainiens ne céderont pas leurs terres à l'occupant. Des positions entre Moscou et Kiev irréconciliables. Et cette rencontre se fera sans présence européenne, au risque de se voir imposer une décision et de n'avoir aucune marge de négociation. Si les deux tombent d'accord, il sera difficile et pour les Européens et pour l'Ukraine
d'affronter à la fois les Russes et les Américains. C'est un problème de rapport de force. Le 15 août prochain, ce sera la première fois depuis près de 10 ans que le président russe se rendra sur le territoire américain. Et je vous présente notre plateau, nos invités pour en parler aujourd'hui. Bonjour Guillaume Lascanjaras, vous êtes historien militaire, professeur à la Sorbonne Université. Ulrich Bouna est également avec nous, analyste géopolitique et spécialiste de l'Europe. Et puis nous sommes également avec Paul Gogo, notre consultant Russie et correspondant BFM TV à Moscou. Tout d'abord, Ulrich Bouna, pour commencer avec vous, on a entendu les propos de Volodymyr Zelensky en réaction donc à cette annonce de rencontre bilatérale entre Trump et Poutine vendredi prochain en Alaska. Dernièrement, Volodymyr Zelensky a appelé le Premier ministre britannique, Keir Starmer, et il lui a demandé des mesures claires à définir de la part de l'Europe. Est-ce que le président ukrainien, il refuse en quelque sorte que le sort de son pays soit joué entre des mains américaines et russes sans lui ? Ah bah oui, complètement, et ça peut se comprendre pour le coup. Mais effectivement, il y a une tentative depuis 48 heures, depuis que les Ukrainiens ont eu le compte-rendu par Steve Witkoff de sa réunion avec Vladimir Poutine. Il y a une tentative des Ukrainiens d'essayer de remobiliser les Européens pour essayer de revenir un petit peu par la fenêtre dans cette relation bilatérale entre les Américains et les Russes. Et donc, effectivement, il y a une volonté de mobiliser l'ensemble des Européens. Donc, il a appelé effectivement Keir Starmer, mais il a appelé, grosso modo, à peu près tous les pays européens. Les Tchèques, les Polonais, les Français, les Italiens, les pays nordiques, enfin, les Allemands. Il a vraiment ratissé large. Et l'objectif, c'est sans doute d'essayer de refaire front commun pour essayer de repeser un petit peu, alors, soit directement sur Donald Trump, mais au moins peut-être sur, on va dire, une partie de l'administration américaine. Et il semblerait, d'après certaines informations sorties par un journal, notamment, enfin, Axios, pour ne pas le nommer, qu'il y a notamment, justement, Keir Starmer a essayé d'organiser une réunion ce week-end entre des officiels américains, ukrainiens et européens, tout simplement, pour essayer justement de caler un peu certaines positions et sans doute certaines lignes rouges, en fait. Elle devrait avoir lieu ce samedi, cette réunion. Voilà, avant la réunion Trump-Poutine de vendredi prochain. L'objectif était sans doute, alors pas de donner une feuille de route, mais sans doute de tracer quelques lignes au-delà duquel les Ukrainiens et pour les Européens diront c'est impossible, on n'acceptera jamais ça. Paul Gogo, pour l'instant, rencontre donc bilatérale entre les États-Unis et la Russie. Est-ce que Vladimir Poutine veut entendre parler d'une possible rencontre avec Zelensky ou pour l'instant les conditions ne sont pas réunies ? Non, alors c'est très compliqué parce que Vladimir Poutine a toujours considéré que Volodymyr Zelensky n'était pas légitime. Alors déjà, il faut se rappeler, pendant des années, quand on regardait la télévision russe, tous les soirs, on expliquait que Zelensky c'était un drogué, que c'était un clown, qu'il n'avait rien à faire là et qu'en fait, il n'était pas du niveau de Vladimir Poutine. Là, il y a ce côté, on parle entre grandes puissances, Trump, Poutine. Volodymyr Zelensky, c'est le pion dans l'histoire et il n'est pas assez important pour moi pour que je lui adresse la parole. Il y a un peu ça dans l'esprit. D'autant plus qu'il n'est pas impossible que Vladimir Poutine revienne sur cette demande qui avait déjà été formulée à Donald Trump il y a quelques mois de réfléchir à une façon de changer de gouvernement en Ukraine. Et d'une façon alors plus ou moins démocratique, de changer la tête du pouvoir ukrainien. Vladimir Poutine appelle ça vraiment, c'est dans le cadre de sa stratégie politique. Il y a la guerre d'un côté, la politique de l'autre. La guerre lui coûte très cher, c'est beaucoup d'hommes, beaucoup d'argent. Et si finalement il pouvait plutôt faire sauter le pouvoir et tenter, alors j'ai du mal à imaginer un président pro-russe à la tête de l'Ukraine aujourd'hui, mais au moins profiter d'une certaine déstabilisation politique de l'Ukraine pour faire avancer certains pions, eh bien ça arrangerait aussi Vladimir Poutine finalement. Donc à l'époque, Donald Trump n'était pas contre l'idée de discuter de cette question-là. Alors, c'est très probable qu'ils en reparlent lors de cette rencontre. Guillaume Lascanjaras, rapidement, avant de prendre la direction de New York pour y retrouver notre correspondante, il y a aussi cette question donc, d'un échange de territoire qui a été évoqué par Donald Trump entre la Russie et l'Ukraine. C'est ce à quoi voudrait aboutir le président américain. Sur ces territoires, avant de discuter de ces territoires et desquels ils pourraient être, il y a aussi des habitants, forcément, une population. Qu'est-ce qu'elle pourrait devenir, cette population ? Alors, c'est bien l'enjeu. En fait, l'enjeu, il est double. Alors d'abord, avant même de parler des habitants qui sont déjà sur une ligne de front qui est battue par les feux depuis maintenant 3 ans, il y a cette question simplement de quel territoire on parle. Alors il y a déjà la Crimée, qui est occupée illégalement depuis 2014, donc c'est déjà un point. Et puis ensuite, il y a les oblasts dans lesquels se déroule essentiellement la guerre, Louhansk et Donetsk, et puis ceux qui ont été saisis depuis 2022 et dans lesquels on bat aussi Kherson, Zaporizhzhia. Ces 4 oblasts, ce sont aussi ceux qui sont rentrés par finalement process constitutionnel dans les territoires russes. Donc les abandonner pour Poutine, ce serait
renoncer finalement à quelque chose qu'il a intégré dans la Constitution, mais on peut très bien imaginer une marche arrière. En revanche, pour les Ukrainiens, c'est dans tous les cas, ces 5 oblasts appartiennent à l'Ukraine. Donc on est en fait sur une querelle qui est plus que juridique, qui est en fait au cœur même du conflit. C'est que devient un pays quand finalement son plus grand voisin rogne sur ce qu'on appelle les bases du droit international, c'est-à-dire la disposition des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ulrich Bouna, quand Volodymyr Zelensky dit au Premier ministre britannique il faut que les Européens prennent des mesures claires, il met peut-être aussi en avant l'absence, en tout cas médiatique si j'ose dire, de l'Union européenne ces dernières semaines. On a eu le coup de pression de Donald Trump au président russe, mais on n'a pas, voire peu entendu l'Union européenne. Alors, le fait est qu'effectivement, depuis 48 heures, on n'entend pas trop les capitales européennes ou Bruxelles s'exprimer sur le sujet. Je pense que ça tient à plusieurs choses. Déjà, le tempo, en fait. Finalement, on est passé d'un ultimatum qui devait expirer vendredi à une espèce de renversement total de la situation avec un sommet désormais dans une semaine entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Donc, il y a sans doute déjà un effet un peu de sidération, sans doute une partie des diplomaties européennes qui l'ont peut-être pas trop vu venir. Alors que, pour le coup, il y avait quand même certains signes avant-coureurs de la part de Donald Trump. Mais donc, il y a ça, et il y a aussi le fait que peut-être que les Européens espèrent récupérer un petit peu les choses, on va dire, dans les coulisses diplomatiques. Et il y a aussi peut-être aussi la conviction que si jamais, effectivement, Donald Trump signe un deal absolument absurde et complètement irréaliste avec Vladimir Poutine, finalement, ce document restera lettre morte. Et donc la question qui va se poser finalement, et c'est peut-être ça le combat que sont en train de préparer les Européens, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que du coup les Ukrainiens et les Européens disent vous avez signé votre deal, mais nous ne sommes pas concernés, et donc qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les Américains sortent complètement du jeu et donc est-ce que les Européens montent en puissance, qu'ils en ont les capacités ? En fait, il est probable aussi que les Européens essayent justement de préparer un peu le coup d'après pour voir effectivement qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais le pire arrive et que Donald Trump et Vladimir Poutine se mettent d'accord sur le dos de tout le monde. On va prendre la direction de New York pour retrouver notre correspondante Sarah Andersen. Bonjour. Ce choix de lieu de rencontre, l'Alaska, un État américain, donc entre Trump et Poutine, ce sera vendredi prochain. Il n'a pas été fait au hasard. Oui, alors les responsables de la Maison-Blanche ont refusé de dire précisément où en Alaska les deux dirigeants allaient se rencontrer. Ils n'ont pas non plus expliqué pourquoi Donald Trump avait décidé d'y organiser la réunion. Mais c'est un choix logique selon l'entourage de Vladimir Poutine, car il est facile pour les officiels russes de s'y rendre. L'Alaska est en effet l'État américain le plus proche de la Russie. Il est séparé uniquement par le détroit de Bering, large d'environ 80 km au point le plus étroit. Et même si on est sur le sol américain, eh bien l'Alaska semble d'une certaine façon un terrain plus neutre que Washington. Enfin, c'est aussi une zone relativement sûre pour le président russe. Pas besoin de survoler l'Europe ni d'autres pays liés juridiquement à la CPI, car je le rappelle, Vladimir Poutine est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, ce qui complique toute visite en Europe. Mais les États-Unis, eux, n'ont pas ratifié ce traité et rejettent les compétences de cette Cour. Sarah, c'est aussi un choix symbolique qui a été fait. Oui, en effet, les deux pays ont une histoire commune avec l'Alaska. L'Alaska appartenait à la Russie avant d'être vendu aux États-Unis en 1867 pour un peu plus de 7 millions de dollars. Alors c'est un clin d'œil historique lourd de symbolisme, notamment parce que les discussions à venir porteront justement sur des échanges de territoires. Sans donner plus de précision, Trump a dit il y aura des échanges de territoires au bénéfice de chacun, je cite. Pour rappel, Moscou réclame que l'Ukraine lui cède plusieurs régions en partie déjà occupées, notamment à l'est de l'Ukraine, ce à quoi s'oppose fermement Volodymyr Zelensky. Mais pour l'heure, eh bien, Kiev semble écarté des négociations. Merci beaucoup Sarah Andersen pour sur ces explications en direct de New York. Et on apprend à l'instant par un tweet, donc un message sur le réseau social X envoyé par le président ukrainien qu'il a parlé avec Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, qui se dit reconnaissant pour son soutien, qu'ils ont échangé des points de vue sur la situation diplomatique. L'Ukraine, la France et tous nos partenaires sont prêts à travailler aussi productivement que possible pour le bien de la paix.
pour arriver à la paix. C'est très important, dit-il. Voilà pour le message donc envoyé il y a à peine quelques minutes sur le réseau social X du président ukrainien. On va évidemment y revenir dans nos prochaines éditions. Merci messieurs. Dans l'actualité, maintenant, retour en France avec les suites de cet incendie de végétation dans l'Aude. Plus de 16 000 hectares ont été parcourus depuis son démarrage mardi. Le feu est déclaré fixé depuis jeudi soir. Il ne progresse plus. Mais Célia Vallée, vous êtes notre envoyée spéciale à Talleyrand. Les pompiers ont annoncé que ce feu il ne serait pas maîtrisé avant dimanche. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est principalement à cause des conditions météo de demain. Ils sont préoccupés par la levée de la tramontagne. Le vent va souffler jusqu'à 45 km/h demain. Et si vous ajoutez ça à la chaleur, il va faire jusqu'à 39 degrés demain, ainsi qu'au taux d'humidité qui va être très bas, eh bien on se retrouve dans les mêmes conditions météo que le premier jour du départ de l'incendie. Voilà pourquoi elles sont sûres que cet incendie ne passera pas au statut de maîtrisé demain. Aujourd'hui, on est dans ce qu'ils appellent une journée de transition thermique. Ça veut dire qu'ils vont profiter de cette journée pour organiser le dispositif de demain avec des pompiers qui seront sur une zone plus élargie et qui seront mobilisés de manière très importante pour éventuellement, et c'est évidemment l'objectif, ne pas voir d'évolution de ce feu qui, on le rappelle, est désormais fixé. La canicule, elle continue la semaine prochaine. Les pompiers, ils rentrent dans un temps long, un temps de veille, un temps de surveillance sur, on le rappelle, 90 km de lisière qui peuvent se réactiver à tout moment. C'est pour ça que ça peut prendre des jours, voire des semaines, pour passer au statut de maîtrisé. Célia Vallée à Talleyrand pour BFM TV. Le risque incendie couplé à la vigilance canicule qui concerne une moitié sud du pays. On va aller justement dans la Drôme, qui est l'un des 28 départements placés en vigilance orange aujourd'hui par Météo France. On va retrouver Victor Pérez-Boucheron, envoyé spécial à Montélimar. Il y a des mesures, Victor, qui ont été mises en place pour contacter les personnes les plus vulnérables. Oui, tout à fait. Jusqu'à 41 degrés attendus ici à Montélimar dans la Drôme. La Drôme, vous l'avez dit, ce même département placé en vigilance orange depuis hier midi par les services de la préfecture. Vous l'avez dit aussi, ici, c'est branle-bas de combat au CCAS de Montélimar depuis hier aussi. Le lancement donc, de ce plan canicule. Les agents du CCAS sont en train d'appeler les personnes vulnérables, les personnes qui se sont inscrites sur les listes donc mises en place par le CCAS. Je suis avec Cathy Matser. Cathy, vous êtes déléguée aux animations aux personnes âgées à la ville de Montélimar. Cathy, expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez fait ces derniers jours ? Alors, pour vous dire que Montélimar est une ville le plus ensoleillée de France, donc on subit de fortes canicules. Donc nous mettons en place pour les personnes vulnérables. Donc nous avons mis un standard pour pouvoir les appeler. Nous leur conseillons aussi de s'orienter au niveau de la médiathèque, du musée aussi d'art contemporain, des seigneuriales où il y a des pièces climatisées. Donc nous avons mis en place aussi ces appels à toutes les personnes. Nous avons un registre pour les personnes de plus de 65 ans. Et nous occupons aussi pour le SAMU social avec les personnes sans domicile fixe. Est-ce que c'est encore possible de s'inscrire sur les listes du CCAS pour justement être contacté par les services de la mairie ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et on compte aussi beaucoup sur des tiers, des voisins, et effectivement pour les personnes qui portent le repas à domicile. Merci beaucoup Cathy Matser. Voilà. Et puis je voulais rajouter au niveau du SAMU social, là pendant l'été nous faisons que 2 maraudes par semaine. Nous avons passé aux maraudes chaque soir de 18h à 21h parce qu'il ne faut quand même pas oublier non plus les personnes sans domicile fixe. Et nous mettons aussi des astreintes aussi pour le week-end. Merci beaucoup Cathy Matser. La ville de Montélimar, mais par ailleurs, elle l'a dit, l'accès au musée d'art contemporain en libre accès de 10h à 18h, évidemment au numéro le 115 ou le 112 en cas de malaise, si vous êtes témoin d'un malaise. Merci Victor Pérez-Boucheron à Montélimar avec Elliot Francom derrière la caméra. Et je vais donc rejoindre Loïc Rivière, bonjour, notre journaliste météo-climat, pour dire qu'aujourd'hui, donc, on est à 28 départements concernés par cette vigilance orange, comme la Drôme qu'on a vue à l'instant. Et demain, c'est qu'un début, parce que demain, ils seront 40. Exactement, je vais vous le montrer sur cette image. Simplement, la télécommande a l'air d'avoir des ratés. Ah, c'est la chaleur, vous voyez, qui a tendance problème technique, c'est le direct. À la perturber. Voilà, on devrait y arriver. Vous allez voir la masse d'air qui rougit petit à petit. Juste derrière vous, regardez ce dé, c'est une dépression. En réalité, c'est une ex-tempête tropicale nommée Dexter,
qui va jouer le rôle de pompe à chaleur. Elle fait remonter ces très fortes chaleurs venues donc d'Espagne notamment. Alors il y a déjà 28 départements placés en vigilance orange et pour la journée de demain, maintenant 40 départements concernés. Si on ajoute les vigilances jaunes, c'est la moitié de la France. Et encore, ces très fortes chaleurs vont monter progressivement vers le nord du pays. Alors voyez, pour cet après-midi, des pointes à 40 degrés attendues déjà dans la vallée du Rhône, dans l'arrière-pays méditerranéen, dans les plaines du sud-ouest, peut-être même jusqu'au Val-de-Loire. Ça a commencé hier, en réalité. Alors, je vous ai noté ce premier pic de chaleur dans le courant de l'après-midi, à près de 40 degrés déjà, notamment dans l'Aveyron, mais aussi dans le département de la Haute-Loire. On a frôlé les 39 à 40 degrés en allant vers le Lot ou vers les Landes. Ça n'est qu'un début. Cette chaleur ne cesse de s'accumuler. Alors, pour ce dimanche maintenant, sensiblement les mêmes valeurs. Les pointes à 40-41 degrés vont se concerner plutôt le sud du pays et notamment le département de l'Aude qui est en vigilance orange, évidemment. Décidément, il va falloir rester très prudent. 41 degrés, une quarantaine de degrés donc en début de semaine également. On comprend bien pourquoi il est important de fixer, de maîtriser même définitivement ce feu dans les heures qui viennent, puisque cette chaleur va se maintenir également dans le courant de la semaine prochaine. Le pic est attendu entre lundi et mercredi. On atteindra les 30 degrés dans l'intérieur de la Bretagne. On les dépassera également en région parisienne. Et cette vague de chaleur va nous emmener probablement jusqu'en fin de semaine prochaine, au moins avec des températures de plus en plus élevé la nuit. Au petit matin, demain, on n'aura pas moins de 27 degrés à Perpignan. Merci beaucoup Loïc. Et donc ce QR code pour scanner la météo dans votre ville. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci Loïc, merci Fanny. 14h20 sur BFM TV, l'autre actualité de ce samedi après-midi. Ce refus d'obtempérer qui a engendré le décès d'un jeune homme. On est à Bièvre dans l'Essonne. Maxime Cliérusa du service police-justice de BFM TV nous a rejoint en plateau. Maxime, tout commence dans les Hauts-de-Seine à Châtenay-Malabry. Oui, tout commence dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne. Il est 4h30 du matin la nuit dernière, lorsque les policiers sont appelés pour un vol de moto. Ils repèrent très rapidement le fourgon dans lequel est rangée cette moto. À bord, 2 individus. Les policiers décident de les contrôler, mais ceux-ci refusent, selon une source policière à BFM TV. S'engage alors une course-poursuite sur une quinzaine de kilomètres jusqu'au département voisin de l'Essonne. C'était dans la commune de Bièvre, vous l'avez dit. Et à ce moment-là, les 2 fuyards décident alors d'abandonner leur véhicule, prennent la fuite à pied et l'un d'eux est alors percuté par un véhicule de police. Et le deuxième fuyard, quant à lui, il a été interpellé. Oui, il a été interpellé. Si son comparse qui a été percuté est décédé suite au choc avec le véhicule de police, le deuxième a été interpellé. Il a été placé suite à cela en garde à vue dans les locaux du commissariat de Clamart et une enquête a d'ailleurs été ouverte. Une enquête confiée au commissariat de Clamart ainsi qu'à la CRS autoroutière. L'IGPN, donc la police des polices, est également saisie. Merci beaucoup Maxime. L'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Vos conditions de circulation, ce nouveau gros week-end de chassés croisés sur les routes à la mi-journée. On a dépassé les 1200 km de bouchons cumulés sur les routes. Autant vous dire que ça roulait plutôt mal dans certains coins du pays. Une majeure partie du pays, vous le voyez, est en vigilance orange par bison futé. Les conditions de circulation sont très difficiles dans le nord-ouest du pays, en Bretagne aussi, en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est d'ailleurs difficile dans les deux sens, Fanny. Oui, ça s'améliorera demain. Circulation habituelle cette fois-ci sur une grande partie du territoire. Vous allez le voir sur les cartes qui vont arriver. Ça roulera mieux dans les deux sens de circulation donc pour dimanche. Voilà, ce sera juste un peu plus compliqué. Vous le voyez dans le quart sud-ouest, dans le sens des départs, et sur le pourtour méditerranéen, dans le sens des retours. Restez vigilants sur la route. C'était l'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Et avant de prendre la route, justement, vérifiez bien l'état de votre véhicule. Surtout si vous l'achetez d'occasion, il y a certaines annonces de vente entre particuliers qui posent problème. Des annonces qui peuvent être alléchantes en premier abord, mais qui cachent parfois bien que les voitures vendues sont équipées des fameux airbags Takata défectueux concernés par une campagne de rappel. Nos journalistes Marion Russell, Louis Gagnepin et Sébastien Savoie ont testé justement l'honnêteté de certains vendeurs. Reportage de Barbara Durand. Depuis plusieurs semaines, des annonces comme celle-ci pullulent sur Internet. Dans ce premier cas de figure,
L'acheteur confirme à notre journaliste que son véhicule est concerné par le rappel du constructeur. Les airbags n'ont pas été changés. Non, il n'a pas été changé. Et juridiquement, oui, il est dans son droit. Le vendeur a évidemment une obligation de loyauté vis-à-vis de son acquéreur, mais aujourd'hui, aucune réglementation, aucun texte n'interdit de vendre un véhicule qui n'a pas encore été réparé. Deuxième cas de figure. Elle n'est pas concernée. J'ai déjà fait rappeler, j'ai fait contacter Citroën directement. Le vendeur affirme que son véhicule n'est pas concerné par le rappel. Dans ce cas, vous êtes en droit de lui demander le numéro d'identification du véhicule pour vérifier par vous-même. C'est même fortement recommandé. Les acheteurs, eux, doivent s'informer sur la nature du véhicule qu'ils achètent. Il y a une obligation d'information de l'acheteur. D'autant plus si vous êtes confronté à un problème avec le véhicule. Sachez également que si le vendeur vous a ouvertement menti et que vous le découvrez, il peut y avoir une annulation de la vente. Sur le plan pénal, il risque aussi jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende pour mise en danger de la vie d'autrui. Restez avec nous dans un instant, nous reviendrons sur cette rencontre Trump-Poutine qui est donc fixée à vendredi prochain, le 15 août, en Alaska. Une réunion pour définir le sort et la paix en Ukraine, mais sans l'Ukraine. Volodymyr Zelensky qui a réagi avec fermeté et qui appelle notamment à l'intervention de l'Union européenne. On en parle dans un instant, tout de suite, la météo. Un symbole de cette température qui s'envole en ce moment, cette semaine, sur les hauteurs de la Lozère, aux alentours des 1000 mètres. On est parti de 0 degré en matinée et on a frôlé les 32 degrés dans l'après-midi. Donc on est passé du gel aux très fortes chaleurs en l'espace de quelques heures seulement. La chaleur s'intensifie donc principalement dans le sud du pays. Dans un premier temps, 28 départements déjà en vigilance orange. Ils seront 40. Ce dimanche, département donc situé des Charentes aux Pyrénées, des Alpes jusqu'à la Méditerranée. Vous voyez que la Corse reste à l'écart, le nord du pays aussi. Dans un premier temps seulement, là aussi, on dépassera allègrement les 30 degrés dans les jours qui viennent, jusqu'à 34, 35 degrés à Paris. Il y a des pointes à 40 degrés sur les régions du sud, en liaison avec l'anticyclone et avec l'ex-tempête tropicale Dexter qui joue le rôle de pompe à chaleur en ce moment. Niveau ciel, c'est assez simple. C'est du beau temps, beaucoup de soleil à nouveau pour ce dimanche. Quelques nuages élevés près des frontières du nord, en allant vers l'embouchure de la Loire. Quelques brouillards près des côtes de la Manche ou dans le Pays Basque. Ils vont vite s'éclipser dans l'après-midi. Donc le soleil sera omniprésent. Quelques coups de tonnerre possibles sur les Pyrénées. Et cette tramontane qui s'est déjà réveillée jusqu'à 40, voire 50 km/h pour le département de l'Aude pour cette journée de dimanche. Les températures seront très élevées dès le matin. Dans les Pyrénées-Orientales, on n'aura pas moins de 27 degrés à Perpignan. Vous voyez, des nuits tropicales sur un large quart sud-est du pays. Dans le même temps, une quinzaine de degrés à Paris. Dans l'après-midi, l'ambiance va bien changer également au nord. Une trentaine de degrés prévus à Rennes, vous aurez 35 à Lyon, 38 à Toulouse et jusqu'à 40 degrés pour le Roussillon. Ça n'est pas terminé, il va faire très chaud en début de semaine à nouveau, ce sera de plus en plus lourd. Lundi, on aura quelques coups de tonnerre, notamment en Bretagne. Le pic est prévu entre mardi et mercredi de 35 à 37 degrés de moyenne du nord au sud du pays. Peu à peu, l'air un peu plus océanique va progresser. L'instabilité, elle aussi, va s'imposer jeudi. Cette vague de chaleur va nous mener au moins jusqu'au 15 août, donc au moins jusqu'à vendredi. La météo des plages avec ruducommerce.fr. High-tech, livres, jeux, bricolage. Tous les produits de l'été sont sur ruducommerce.fr. Regardez la météo avec entrediscount.com. Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. C'est le retour de l'été ce week-end près des côtes de la Manche. Les températures augmentent sensiblement. À Plérin ou à Deauville, même température dans l'eau, dans l'air, 26 degrés et 20 degrés pour plonger en direction de l'océan. Le soleil sera omniprésent. De très fortes chaleurs à noter pour ce dimanche, jusqu'à 36 degrés dans le bassin d'Arcachon. L'eau est à 20 degrés, gare au choc thermique. En Méditerranée, la température de l'eau remonte partout. Désormais, 23 degrés à Collioure, jusqu'à 37 degrés au plus chaud de cet après-midi. On pourra avoir quelques coups de tonnerre en fin de journée. Une eau à 24 degrés à Port-de-Bouc. Et à nouveau, on peut trouver une eau à 26 degrés, notamment à Cannes, et jusqu'à 33 degrés sur la Croisette. Bon week-end.
C'était la météo des plages avec rudicommerce.fr. High-tech, livres, jeux, bricolage, tous les produits de l'été sont sur rudicommerce.fr. C'était la météo avec entrediscount.com. Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. 14h30, la suite de l'après-midi info sur BFM TV. Bienvenue si vous nous rejoignez à la une de ce nouveau journal. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a réagi avec fermeté à l'annonce d'un sommet entre Trump et Poutine vendredi prochain, alors que les États-Unis évoquent un possible échange de territoire. L'Ukraine, absente de cette future rencontre, dit qu'elle refusera de céder sa terre aux occupants. Volodymyr Zelensky dit avoir parlé avec le président français Emmanuel Macron. Il le remercie pour son soutien. Dans l'actualité également, un homme suspecté d'avoir grièvement pris à partie le maire de Villeneuve-de-Marcq dans l'Isère mercredi soir a été arrêté. Une agression d'élu qui a provoqué un vif émoi jusqu'au sommet de l'État et dans la commune concernée et qui pose la question de la réponse apportée à ces agressions d'élus et des moyens mis en place pour les protéger. 1400 pompiers toujours mobilisés dans l'Aude, 4 jours après le début de cet incendie qui a parcouru 16 000 hectares. Objectif, maîtriser le feu avant demain soir, malgré le risque de feu de forêt toujours important, mais aussi la canicule qui s'accentue. On ira voir comment se passe le travail des soldats du feu sur le terrain avec Célia Vallée dans quelques instants. J-6 avant les retrouvailles entre Donald Trump et Vladimir Poutine, le président américain qui a annoncé qu'il allait rencontrer son homologue russe vendredi prochain en Alaska pour discuter du règlement du conflit avec l'Ukraine. Un règlement qui passerait par un échange de territoire, c'est ce qu'a dit le locataire de la Maison-Blanche hier soir. Eh bien, vous avez devant vous un territoire qui a fait l'objet de combats pendant 3 ans et demi, au cours desquels beaucoup de Russes sont morts, beaucoup d'Ukrainiens sont morts. Nous examinons donc la situation, mais nous cherchons en fait à récupérer certaines parties et à en échanger d'autres. C'est compliqué, ce n'est vraiment pas facile, c'est très compliqué. Mais nous allons en récupérer certaines. Nous allons en récupérer une partie et en échanger une autre. Il y aura des échanges de territoire dans l'intérêt des deux parties, mais nous en discuterons plus tard. Vous aurez le lieu aujourd'hui. Et on prend la direction de l'Ukraine pour retrouver notre correspondant Guillaume Tack, le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui déjà avait réagi fermement ce matin à cette annonce de ce sommet entre Trump et Poutine sans lui et qui depuis a posté un message sur le réseau social X en disant que dans une conversation avec le président français, il avait discuté de la situation diplomatique. Oui, effectivement, c'est une réaction somme toute attendue de la part du président ukrainien qui avait réagi avec beaucoup de fermeté et beaucoup de détermination à l'annonce de la rencontre prévue entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Initialement, le président ukrainien s'était exprimé dans une vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, soulignant que toute décision prise sans participation de l'Ukraine ne pourrait être acceptée par le peuple ukrainien. Et rappelons également que la constitution ukrainienne protège l'intégrité territoriale du pays et ne permet pas à l'Ukraine de céder des territoires sans référendum au préalable. Par conséquent, les ébauches de solutions diplomatiques qui semblent être représentées par le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine paraissent pour le moment inacceptables pour les Ukrainiens et il reste à voir ce qui va ressortir de cette rencontre programmée pour le 15 entre la Russie et les États-Unis. Guillaume Tack pour BFM TV à Kiev. Ulrich Bouna, le tweet, le message sur X, anciennement Twitter, du président ukrainien montre que la France reste un soutien important pour l'Ukraine ? Tous les pays européens, en fait, effectivement, Volodymyr Zelensky fait le tour des grands pays européens, enfin, le tour de l'ensemble des pays européens et notamment les grands pays européens pour essayer de cimenter, enfin, déjà d'avoir une position unie et d'essayer de peser finalement un petit peu sur l'administration américaine avant la réunion de vendredi. Et donc, dans ce cadre-là, il est vrai que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, qui étaient un petit peu les nations, et la Pologne aussi, les nations un peu cadres, on va dire, déjà d'une part du soutien à l'Ukraine, mais aussi potentiellement de cette espèce de coalition des volontaires dont on avait parlé il y a quelques mois, où justement Volodymyr Zelensky parlait de garantie de sécurité, mais ce besoin éventuellement de déployer des troupes sur place, effectivement, il n'y a que quelques nations qui pourraient le prendre en charge, et notamment la France. Et donc effectivement, il est très clair que Volodymyr Zelensky cherche un petit peu à réunir tout le monde et à voilà, faire front commun et essayer de peser et faire comprendre à Donald Trump qu'il y a certaines lignes rouges sur lesquelles ils ne transigeront pas, ni les Ukrainiens, ni nous les Européens. Et notamment, lorsque Donald Trump parle de concessions territoriales, il est très clair que je pense que le message que Volodymyr Zelensky souhaite faire passer, et sans doute aussi les diplomaties européennes, c'est que l'Ukraine ne va pas non plus être complètement dépecée pour faire plaisir à Vladimir Poutine.
Merci. Paul Gogo, pour revenir sur cette rencontre donc programmée vendredi prochain entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, on l'apprend donc, entre les deux hommes. Ce sera la première fois qu'ils vont se revoir en chair et en os. Ils s'appellent assez souvent, enfin c'est arrivé qu'ils se téléphonent, mais là ils vont se revoir. Ça fait 6 ans qu'ils ne se sont pas revus. Ça fait... En 2019 au Japon, c'est ça ? Exactement, ouais. Oui. Avec une rencontre qui était déjà assez enthousiaste vue de Donald Trump, en tout cas la dernière fois. Il y a une sorte de fascination qu'il semble avoir du mal à cacher à chaque fois qu'il rencontre Vladimir Poutine. Il y a le côté, j'imagine, homme fort, président autoritaire, qui partage sa vision du monde, forcément, d'une grande puissance qui, naturellement, aurait la main sur son étranger proche, et qui finalement mépriserait peut-être tout le reste. C'est-à-dire que les grandes puissances doivent discuter entre elles, mais les petits pays autour n'ont pas leur mot à dire. C'est vraiment une vision du monde partagée. C'est pour ça qu'on a tous été un peu sceptiques quand ces derniers temps Donald Trump a tenu... C'est déçu. Oui, voilà, il a tenu des mots durs à l'encontre de Vladimir Poutine, mais au bout du compte, ils ont la même vision du monde et même de la société. Ce sont deux conservateurs, deux nationalistes. Donc, en fait, ils ont tout pour s'entendre, sauf que Vladimir Poutine a quand même un intérêt, c'est d'ailleurs quelque chose qu'il garde en tête. Les États-Unis, c'est l'ennemi commun depuis à peu près toujours dans l'histoire de la Russie. Il y a un intérêt à garder quand même cette petite rivalité entre les deux, à l'entretenir en interne, parce que la Russie a besoin d'un ennemi commun pour continuer à soutenir Vladimir Poutine, pour être maintenue dans cet état de guerre, de tension, de patriotisme aussi. Et c'est une carte que Vladimir Poutine a d'ailleurs en tête. Si tout devait mal tourner avec Donald Trump, ça existe aussi à Moscou, des politologues qui disent que Vladimir Poutine peut aussi très bien rejouer la carte d'un conflit... alors j'allais dire total, pas militaire, mais d'un conflit, en gros fermer la porte Donald Trump, arrêter de discuter avec lui, repartir du principe que le conflit en Ukraine est un conflit régional, et finalement Donald Trump, lui, serait peut-être dans cette situation totalement d'accord pour laisser Vladimir Poutine se débrouiller tout seul, et ce serait pas plus d'ailleurs à l'avantage de l'Ukraine que ce qu'on vit aujourd'hui, certainement. Des retrouvailles donc entre les deux hommes dans moins d'une semaine. On est avec Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Le fait que cette rencontre soit organisée, c'est une victoire pour Poutine ? Plutôt, oui. Ça fait très longtemps que Poutine demande un entretien bilatéral avec Trump en disant que ça allait tout régler. Cela dit, ça c'est une question d'image. Après, on va voir ce qui va sortir de ces entretiens. Mais c'est clair que c'est une victoire psychologique pour Poutine, surtout que l'Ukraine ne participe pas à ces entretiens. L'Ukraine n'y participe pas et l'Union européenne, enfin l'Europe au sens large, on va dire, n'y participe pas non plus. C'est ce que dénonce notamment Volodymyr Zelensky. Alors, évidemment, Vladimir Zelensky, il a un intérêt vital à ce que l'Europe soit avec lui, puisque l'Europe est son meilleur allié pour l'instant. Donc, l'Europe ne s'est pas positionnée en tant que médiatrice ou organisatrice de discussion. Elle est en plein soutien de l'Ukraine. Donc, en cas de négociation, c'est bon pour Zelensky d'avoir l'Europe derrière lui. Mais quel poids une négociation uniquement entre les États-Unis et la Russie peut-il avoir si le principal pays concerné, l'Ukraine, n'est pas présent, si d'autres pays ne donnent pas non plus leur avis? Comment est-ce que ça pourrait se décider uniquement entre les mains des États-Unis et de la Russie? Alors, tout ne se décidera pas directement entre les États-Unis et la Russie. Ils vont tracer des grandes lignes et ensuite les États-Unis vont essayer de vendre à l'Ukraine et aux Européens. Mais dans l'esprit des Russes, en tout cas, une fois qu'ils ont fait affaire avec les Américains, l'Ukraine n'aura pas grand-chose à dire, les Européens non plus, puisqu'ils savent que la capacité de soutien des Européens à l'Ukraine est limitée. Guillaume Lasconjarias, il y a cet échange de territoire qui est sur la table, qui a été en tout cas mis sur la table par le président américain hier en marge de cette rencontre la semaine prochaine. Les Ukrainiens, ils comprendraient des concessions ou ils verraient ça plutôt comme une trahison, voire un sentiment d'abandon de la part de Volodymyr Zelensky? Alors il faut voir les choses de deux façons. D'abord, les Ukrainiens ne sont pas naïfs. C'est-à-dire qu'on sait que depuis plusieurs mois,
les Ukrainiens, même si de manière très affichée, et Zelensky le rappelle, par leur constitution, ils ne peuvent pas accepter une amputation territoriale, quelle qu'elle soit. Et je veux dire, le droit international est avec eux. En revanche, ils savent pertinemment que reconquérir les parties les plus difficiles du Donetsk et de Louhansk, donc les deux oblasts où se mène actuellement l'essentiel de la guerre, et la Crimée, est particulièrement, pour l'instant, difficile, voire dans l'immédiat virtuellement impossible. Donc, si ce n'est des concessions territoriales, du moins une forme de gel de la ligne de front et peut-être au mieux la récupération finalement de cette ligne ou de cette bande territoriale dans les oblasts de Zaporijjia et de Kherson qui permettrait en fait de séparer cette tête de pont entre la Crimée et les deux oblasts. Mais là encore, la capacité pour l'Ukraine à être maximaliste aujourd'hui dans une situation où on est plutôt maximaliste contre elle, c'est-à-dire qu'on est revenu à une relation bilatérale États-Unis-Russie dans lequel, finalement, et vous avez le discours de Trump pour le dire, hein, en disant « on », c'est nous, Russie et États-Unis, qui discutons pour les autres. En fait, c'est une attitude impérialiste, pour ne pas dire colonialiste, à laquelle on assiste. Et justement, le président ukrainien s'est insurgé à ce sujet. On va l'écouter. Il a mis en garde les deux pays. L'Ukraine est prête à prendre de véritables décisions susceptibles d'apporter la paix. Toute décision défavorable à nous, toute décision prise sans l'Ukraine est en même temps une décision contraire à la paix. Elle n'aboutira à rien. Ulrich Bouna, une décision prise sans l'Ukraine n'aboutirait à rien. En fait, alors oui, effectivement, potentiellement, on peut arriver à cette situation où si effectivement Donald Trump et Vladimir Poutine se mettent d'accord un petit peu sur le dos des Ukrainiens et des Européens, on pourra arriver à une situation où cet accord serait tellement néfaste que finalement, il pourrait rester lettre morte et les Ukrainiens et les Européens diraient bon, ben tant pis. La vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe ensuite ? Et donc, du coup, c'est une vraie question. Comment réagiraient les Américains ? Est-ce que les Américains diraient, ma foi, cette question ne nous concerne plus ? Et donc, ils arrêteraient le partage de renseignements, la fourniture d'armement à l'Ukraine, ce qui posera un vrai problème à l'Ukraine. Soyons honnêtes, l'Europe n'a pas la capacité aujourd'hui d'assumer, de remplacer complètement le rôle des États-Unis. Et elle n'est pas non plus autonome par elle-même. Et quelles seraient aussi les conséquences pour les Européens dans le lien transatlantique ? On voit bien que les Européens essayent de garder un petit peu Donald Trump à bord en faisant des concessions sur le pourcentage dépensé, pourcentage de PIB dépensé dans la défense, sur les droits de douane. Et donc effectivement, c'est ça finalement la vraie question, c'est quelles seraient les conséquences sur, on va dire, le rapport entre les États-Unis et l'Europe au sens large. Et ça, c'est une vraie question ouverte. Jean de Gliniaski, toujours avec nous, ancien ambassadeur de France en Russie. Le choix du lieu, même si on ne le connaît pas précisément, mais du lieu où va se tenir cet échange, cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, il n'est pas anodin. L'Alaska, c'est un territoire qui entre guillemets, est en faveur des États-Unis, qui évite aussi à Vladimir Poutine de passer au-dessus de l'Europe. Tout ça, ce ne sont pas des choix pris au hasard. Non, c'est lourd de signification. L'Alaska a été racheté par les États-Unis pour 7 millions de dollars en 1867, c'est un peu le symbole de la façon dont les États-Unis et la Russie peuvent régler à l'amiable certains problèmes. C'est proche de la zone arctique, bien entendu. Alors, c'est un domaine où la coopération est nécessaire parce qu'on sent les tensions monter. Et n'oublions pas que Poutine a dit qu'il y aurait une deuxième rencontre en Russie. Donc, en fait, tout le monde est content. Merci Jean de Gliniaski, ancien ambassadeur de France en Russie. Merci également à nos invités journalistes en plateau. Nous reviendrons évidemment sur cette actualité qui continue de se développer au fur et à mesure des réactions. Retour en France à présent avec cette arrestation, celle d'un homme suspecté d'avoir grièvement pris à partie le maire de Villeneuve-de-Marcq dans l'Isère. Une agression d'élu qui a provoqué un vif émoi jusqu'au sommet de l'État et dans la commune concernée et qui pose la question de la réponse apportée à ces agressions d'élus. Des agressions qui ont augmenté de 13,5% en 2023 avant de baisser légèrement l'an dernier. Le degré de violence de ces actes doivent conduire les pouvoirs publics et les citoyens à agir immédiatement. C'est ce qu'a déclaré cette semaine l'Association des maires de France. Adrien Spiteri. C'est un chiffre qui interpelle à moins d'un an des élections municipales.
60% des maires ne veulent pas se représenter. L'une des principales causes, le sentiment d'insécurité selon une étude du Cevipof publiée en mars dernier. Car en 2024, 2501 faits d'agression envers les élus ont été recensés. Cela représente 48 agressions par semaine. C'est moins qu'en 2023, mais à l'image de l'agression de Villeneuve-de-Marcq, les maires sont les principales victimes de cette violence. Ils sont visés dans 64% des cas, loin devant les conseillers municipaux ou les parlementaires. Pourtant l'an dernier, une loi a été votée pour durcir les sanctions à l'égard des agresseurs qui s'en prennent aux élus. Il y a aussi un plan de protection des élus qui a été mis en place avec la gendarmerie et les procureurs. Mais il faut aussi éduquer, c'est-à-dire il faut faire comprendre à chacun que le maire, il est le maire de tout le monde, que vous ayez voté pour lui ou pas. Je pense qu'à côté des sanctions, il faut former les élus à la gestion des conflits. Dans les cas les plus graves, les sanctions pour les agresseurs peuvent aller de 7 à 10 ans de prison. Nous revenons sur le front des incendies dans l'Aude avec donc ces 16 000 hectares qui ont été parcourus depuis entre mardi et jeudi. Un feu qui n'est toujours pas maîtrisé, il est fixé à l'heure actuelle. Et il ne sera pas maîtrisé avant demain soir, c'est ce qu'ont dit les pompiers ce matin en conférence de presse. Compte tenu que le feu ne progresse plus et effectivement est fixé, mais il n'est pas maîtrisé. C'est bien là justement tout l'enjeu des prochains jours. On sait que la journée de demain va être une journée difficile parce que les conditions météo sont réunies. Compte tenu de l'étendue de ce sinistre, je ne pense pas que dans tous les cas, avant dimanche soir, on puisse avoir une situation qui évolue sur le plan de la maîtrise. Vous voyez. Et on va rejoindre Loïc Rivière, journaliste météo pour BFM TV. Pas avant demain soir, parce que les pompiers voient très bien cette journée de demain qui va être à risque. La fenêtre de tir est assez courte. Oui, si les pompiers nous disent demain soir, il y a une bonne raison, effectivement. Le vent a tourné, comme prévu, depuis ce matin. Désormais, c'est un régime de tramontane qui a fini par se lever. Alors, on va le voir sur l'animation dans un instant. Voilà, ce vent qui file de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la Méditerranée. C'est un vent de terre, finalement, comme au début de cet incendie. Et on se souvient bien à quel point il a progressé rapidement. En ce moment, on a 20 km/h de vent, mais il pourrait facilement accélérer jusqu'à 50 km/h, notamment pour cette journée de dimanche. Ce vent peut facilement emporter des braises, créer de nouveaux départs de feu. Et surtout, on surveille la hausse des températures, déjà 34 degrés. Du côté de Ribot, notamment. Vous voyez l'évolution de cette canicule. Donc, évidemment, l'Aude est déjà concernée. Parmi 28 départements pour aujourd'hui, ils seront 40 pour cette journée de dimanche. Cette fois-ci, une bonne moitié sud sera concernée. Alors, la température à Ribot va s'élever jusqu'à 40, voire 41 degrés. Pour ce lundi, et avec les fortes chaleurs vont persister le jour, la nuit également. Là aussi, c'est un souci pour arriver à étouffer les derniers foyers. Donc les températures s'envolent, le vent accélère sensiblement. C'est évidemment maintenant qu'il faut agir. Les pompiers le savent bien. Vous voyez à l'échelle du pays maintenant ces températures qui vont augmenter également jusqu'au nord, tout comme le risque d'incendie qui concerne déjà la Charente-Maritime ou encore la Gironde avec des pointes à 36, 38, voire 40 degrés sur ce secteur. Un vent moins humide parce que c'est la tramontane qui souffle désormais. Merci. C'est de plus en plus sec et de plus en plus chaud. Merci beaucoup Loïc. Merci Loïc, merci Stéphane. Et justement, on va prendre la direction de l'Aude pour retrouver Célia Vallée. Vous êtes à Talleyrand pour BFM TV avec toujours plus d'1 millier de pompiers qui restent mobilisés justement pour faire face à cette situation à risque de demain. Alors concrètement, comment ça se passe à l'heure où on se passe? Que font les pompiers? Comment travaillent-ils? Très précisément, ils sont 1400 sur le terrain. Ils travaillent sur ces réactivations de feu qui peuvent se déclarer notamment à cause de la chaleur et du vent. Pour ça, ils ont des moyens aériens, donc des drones qui peuvent identifier les points chauds. Ils ont également des canadaires et des Dash qui sont déployables à tout moment pour s'il y a besoin sur ces zones. Et puis à terre, il y a également donc 1400 sapeurs-pompiers pour noyer les zones à risque, les zones qui pourraient se réactiver. À partir de demain, ils pourront compter sur l'aide de militaires. Il y aura 50 militaires qui vont venir les aider à travailler sur ces lisières. Le colonel Mani nous a expliqué leur mission à ces militaires. Je propose de l'écouter. On a demandé dès le jour du feu des sections militaires intégrées.
On aura dimanche soir 2 fois 25, 50 militaires de l'armée de terre qui viendra avec des personnels en sécurité, avec ce qu'on appelle des râteaux-riches. Donc c'est des instruments qui permettent justement de gratter la terre sur les lisières pour éviter que dans cet humus ou dans cette zone de végétaux, on ait des réactivations. Donc ça veut dire que c'est 90 km, bon, vous avez compris l'immensité, ce qui nous a amené à anticiper et demander ces renforts qui viendront dès dimanche soir et qui seront engagés la journée de lundi pour prendre en charge ces plus de 90 km de lisière. Les pompiers, ils peuvent également compter sur l'aide de bulldozers, des bulldozers qui les aident à créer des pistes pour accéder à des zones difficiles d'accès. 10 km de pistes ont été créées par ces bulldozers, des machines qui viennent notamment de Corse, parce qu'il faut le rappeler, il y a eu énormément de renforts de toute la France dans cet incendie. Plus de 75 départements ont envoyé des pompiers pour lutter contre ce feu. Célia Vallée avec Pierre-Louis Crétin du côté de Talleyrand dans l'Aude. En plus du risque incendie, la France, on en parlait il y a quelques instants avec Loïc, connaît une vigilance à la canicule. 28 départements de la moitié sud sont en vigilance orange aujourd'hui. C'est la deuxième vague de chaleur de l'été. Nous ne sommes pas les seuls à la subir. Oui, les animaux aussi souffrent de la chaleur. De plus en plus de bêtes affectées dans les structures qui les accueillent. Reportage dans un centre d'accueil justement à Maison-Alfort en région parisienne qui se prépare à cette nouvelle vague de chaleur. Théo Leur. Ce martinet, il est arrivé le 4 juillet. Il y a eu une énorme vague de canicule le 4 juillet. Et du coup, on en a reçu, je pense, 300. Un record pour cette association. Pendant l'épisode caniculaire, il y a un mois, son plus grand nombre d'admissions sur une journée a presque doublé, passant de 110 à 196 animaux. Manque de nourriture, déshydratation, difficulté à réguler leur température, les animaux sauvages souffrent des fortes chaleurs. Ils sont alors plus nombreux à nécessiter une prise en charge. L'association doit s'adapter. Pour les canicules, on sait que ça va être récurrent. Donc ça veut dire qu'il faudra renforcer les équipes, c'est-à-dire embaucher plus de monde, mais ça veut dire plus de moyens. Et ça, les centres de soins n'en ont pas. 2 soigneuses ont déjà été recrutées en urgence pour pallier les manques de personnel. Une aide bienvenue dans les prochains jours. Les fortes températures ne devraient baisser qu'en milieu de semaine prochaine. 14h50 sur BFM TV, rien à voir. On va parler à présent du dopage, de la lutte contre le dopage. On est un peu plus d'1 an maintenant après les Jeux Olympiques de Paris 2024. L'heure est au bilan pour l'Agence française de lutte contre le dopage. Les Jeux dont je parlais à l'instant ont permis d'accélérer la montée en puissance de l'agence. On en parle avec Antoine Sabardin et Julien Richard. Quand on parle héritage des Jeux Olympiques de Paris 2024, la lutte contre le dopage en est un. Les Jeux de Paris 2024, c'était surtout un horizon pour l'Agence française de lutte contre le dopage pendant des années, qui a servi à accélérer sa montée en puissance pour être au niveau d'une grande nation olympique et paralympique. L'idée qui est souvent dite, c'est au vu du niveau sportif de la France, et on l'a vu à travers le classement des médailles, il faut que l'antidopage suive et soit à la hauteur des performances sportives. On a conscience que c'était aussi une étape. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas s'arrêter en considérant que tout a été fait sur l'antidopage. En clair, en marge de l'organisation des Jeux de Paris, l'Agence française de lutte contre le dopage a vu ses moyens augmenter considérablement, notamment en termes d'enquête. Et cela se matérialise en chiffres. 12 346 contrôles réalisés l'an dernier. Le rugby en tête, l'instance pointe surtout les bonnes relations avec la Fédération française dans ses nombreux contrôles. Je pense qu'on a des instances sportives qui, face à nous, ont conscience du problème, ont l'envie d'avancer et surtout veulent être pilotes dans l'éducation et la prévention antidopage. On a de la bonne volonté, on a des projets et on espère pouvoir aboutir dans les prochains mois à faire en sorte que le rugby soit pilote, non seulement en matière de contrôle, mais aussi en matière de prévention et d'éducation antidopage. Les autres sports les plus contrôlés sont le football et le cyclisme. Concernant les taux de contrôle anormaux, c'est du côté des sports de combat qu'il faut aller regarder. Le MMA en tête, avec plus de 5% des contrôles revenus anormaux. Ce n'est pas totalement une surprise, puisque depuis de nombreuses années, on a évoqué les codes d'alerte qui ont pu être franchis par cette discipline. Néanmoins, on note des améliorations. On sait que ça sera un chemin long, mais c'est un chemin qui quand même devient de plus en plus profitable pour cette discipline, qui est en recherche de respectabilité, d'implantation, qui attire des jeunes. Cette lutte antidopage qui s'est intensifiée est un bon moyen de rappeler l'exigence de la France dans ce domaine, alors que l'année prochaine, en mai 2026, doit se tenir la première édition des Enhanced Games, compétition où la prise de produits dopants est autorisée. Allez, on traverse l'Atlantique pour vous faire découvrir en Argentine une mission sous-marine qui passionne les habitants, mission retransmise
en direct sur Internet jusqu'à demain avec des millions de téléspectateurs qui sont vraiment accrochés pour suivre l'exploration de ce canyon Mar del Plata. Une exploration qui a une résonance aussi politique dans le pays. Le Conseil national de la recherche scientifique et technique a vu ses subventions coupées par le président ultralibéral Javier Milei. Son budget a été réduit de 21% l'année dernière. Une baisse des financements qui a provoqué un exode des scientifiques. Anaïs Girard. Buenos días a todos. My name is Sophia and I'm really excited to bring you yet another dive stream. Vous voici au fin fond de l'océan, à plus de 3000 mètres de profondeur. Ici, tapis dans l'ombre, quelques merveilles insoupçonnées. Une partie de l'océan encore jamais explorée s'éclaire sous les commentaires de l'équipe scientifique. Une exploration suivie en temps réel à la télévision et qui fascine les plus petits. Il y a quelque chose là-bas, c'est l'anémone. Regarde, il l'attrape avec la petite pelle. Georgina, elle aussi, ne s'en lasse pas. Depuis le début du projet, elle n'a pas raté une seule émission. On regarde ça chez nous depuis 4 ou 5 jours. Hier, il n'y a pas eu de plongée, donc c'était une journée vide, on ne savait pas quoi faire. Les directs dépassent le 1 million de vues par jour depuis la première diffusion. Pour les membres de l'expédition, c'est l'occasion de rendre la science plus accessible. Un projet historique, important aussi d'un point de vue scientifique, grâce au bras de ce robot qui récolte des échantillons biologiques. L'expédition permet de collecter des données beaucoup plus denses et productives que les méthodes précédentes. Elle est historique aussi par sa communication. Nous savons tous l'incroyable impact qu'elle a eu en termes de sensibilisation. L'expédition a déjà permis de découvrir des espèces et des paysages sous-marins jamais observés jusqu'à présent. 14h55, restez avec nous sur BFM TV. On marque une courte pause et on revient avec un nouveau journal. Nous allons parler de cette rencontre vendredi prochain entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky qui remercie cet après-midi le président français de son soutien. Restez sur BFM TV. L'ortolan est un fromage tellement doux qu'il attendrit même les plus durs. L'ortolan, sa force, c'est sa douceur. Mon histoire ressemble à celle de beaucoup de femmes. J'ai beau être Evelyne Thomas, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Je n'arrive pas à perdre du poids correctement. Un jour, j'en ai eu marre, j'ai décidé d'appeler Comme J'aime. Ils m'ont accompagné. Regardez le résultat, 13 kilos en 4 mois. Je revis. 13 kilos sur la balance, ça fait un effet waouh, quoi. Et 13 kilos sur le corps, tout d'un coup, vous vous sentez allégé. Petit à petit, ça a changé ma vie. Voilà, c'est top. Vraiment, j'ai que ça à dire. Alors, si vous voulez faire comme moi, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. My Hero Academia. Entrez à la Hero Academia aux côtés du jeune Izuku Midoriya avec l'intégrale du manga culte en grand format inédit. À chaque numéro, plus de 200 pages de manga, des pages couleurs, un marque-page et un poster. Le numéro 1, 1,50 € seulement. Depuis 10 ans, le confort des matelas Emma fait beaucoup de bruit. Profitez des promos de l'été avec jusqu'à moins 50% sur emma.fr. Vos vêtements clairs ont perdu de leur éclat? La nouvelle lessive Mire les ravive en seulement 10 lavages. C'est neuf? Non. Lavez avec Mire. Des hôtels et des destinations d'exception jusqu'à moins 70%. Voyage privé, l'évasion commence ici. Mon histoire ressemble à celle de beaucoup de femmes. J'ai beau être Evelyne Thomas, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Je n'arrive pas à perdre du poids correctement. Un jour, j'en ai eu marre, j'ai décidé d'appeler Comme J'aime. Ils m'ont accompagné. Regardez le résultat, 13 kilos en 4 mois. Je revis. 13 kilos sur la balance, ça fait un effet waouh, quoi. Et 13 kilos sur le corps, tout d'un coup, vous vous sentez allégé. Petit à petit, ça a changé ma vie. Voilà, c'est top. Vraiment, j'ai que ça à dire. Alors, si vous voulez faire comme moi, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Interesting. Coincé dans un anglais d'enfant? Progresser en anglais avec des leçons basées sur la vie réelle. Cet été chez McDonald's, pas besoin de voyager pour goûter les meilleures recettes McDo du monde.
Québec, excellent. Chongwa, Oslo, Nihon, Oishi, Canada, wonderful. Et franchement, ça va être incroyable. Pas comme mon accent, quoi. Cet été, croquez le monde chez McDonald's. Merci, docteur. Alors, à quel tour? Bonjour. Ça va? Docteur, Qu'est-ce qu'on fait? appelez le 112 et mettez le haut-parleur. Un accident peut arriver n'importe quand. Alors on doit pouvoir compter sur n'importe qui. Chez Groupama, nous avons déjà formé gratuitement plus de 200 000 personnes aux gestes qui sauvent. Groupama, toujours là pour moi. Il est 15h, bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez pour l'après-midi info. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. À la une, cet après-midi, la rencontre Trump-Poutine pour la paix en Ukraine aura lieu vendredi prochain. Ce sera en Alaska, une réunion sur l'Ukraine mais sans l'Ukraine. Un lieu qui n'a pas été choisi par hasard. De son côté, Volodymyr Zelensky a appelé l'Europe à prendre des mesures claires après un échange téléphonique avec plusieurs dirigeants européens. Nous en parlerons dans un instant avec nos invités. Dans l'Aude, l'incendie ne sera pas fixé avant demain, c'est ce qu'ont dit les pompiers ce matin. Ils restent mobilisés en nombre pour éviter toute reprise de feu. Après 16 000 hectares parcourus par les flammes depuis mardi, l'incendie est bien sûr fixé, mais les conditions météo, en particulier celles de demain, inquiètent. On en parlera dans ce journal. La situation qui ne va pas s'arranger avec la priorité au direct tout d'abord, avec... Voilà, la canicule. Ok. Alors la canicule, donc, qui ne va pas arranger la situation. Avec donc ces 28 départements du sud de la France qui sont placés en vigilance orange ce samedi. Ce sera 40 demain dans toute la moitié sud du pays. Des températures qui dépasseront localement les 40 degrés. Alors certaines municipalités prennent le devant pour protéger leurs habitants. Nous serons dans un instant avec le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudingue, pour savoir comment il s'y prend pour aider la population dans cette épreuve difficile. L'actualité cet après-midi qui nous amènera aussi dans l'Essonne où un jeune homme a trouvé la mort à Bièvre, victime d'une course-poursuite avec la police après un refus d'obtempérer. Un autre homme également mis en cause a quant à lui été interpellé et placé en garde à vue. Le point sur l'enquête dans ce journal. La rencontre aura lieu vendredi prochain. Donald Trump recevra Vladimir Poutine en terres américaines, en Alaska, pour décider du sort de l'Ukraine, mais sans l'Ukraine. Fanny. Oui, on rejoint Jean-Didier Rovoin, notre correspondant à Moscou pour BFM TV, avec cette rencontre donc, dont le Kremlin dit qu'elle est assez logique, que ça se passe en Alaska. Le Kremlin qui invite d'ailleurs Donald Trump à visiter la Russie après ce sommet. Est-ce que c'est déjà de bon augure sur ce qui va se passer vendredi prochain ? Alors, ça va dépendre si c'est des signaux qui sont positifs, mais ça va dépendra surtout de comment est-ce que Vladimir Poutine et Donald Trump parviendront à se mettre d'accord. On a dit Donald Trump a évoqué des cessions de territoire avantageuses pour les deux parties, alors que Moscou se montre beaucoup plus prudent sur ce secteur en disant que simplement à partir dans les jours qui viennent, les équipes vont travailler d'arrache-pied à l'élaboration des détails de cette rencontre. Il précise que c'est un processus difficile. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, c'est positif dans le sens où Donald Trump et Vladimir Poutine vont se parler. Ils se parleront bien évidemment d'Ukraine, mais pas seulement. Le Kremlin faisait savoir hier que la question des traités sur les armes nucléaires seront également discutés par Vladimir Poutine et Donald Trump, ce qui veut dire qu'on s'achemine véritablement vers une sorte d'accord global dans lequel viendrait se glisser, en tout cas s'insérer, s'intégrer le règlement de la crise ukrainienne. On ne sait pas encore quelles seront les modalités qui seront déployées et par Moscou et suggérées par Washington. Tout cela, il faudra attendre la semaine prochaine pour en savoir un peu plus et vraisemblablement l'issue de ce sommet avant de savoir et de pouvoir dire que c'était un succès. Jean-Didier Rovoin à Moscou pour BFM TV. Pour l'instant, pas plus d'informations sur les termes de cette rencontre de vendredi prochain, ni sur le lieu exact où cette rencontre se tiendra, si ce n'est que c'est en Alaska. Le président américain a simplement évoqué un éventuel échange de territoire entre la Russie et l'Ukraine, des discussions pour une paix en Ukraine qui seront par ailleurs menées sans l'Ukraine. On voit ça avec Mathilde Couvillier-Flornois.
Toute décision qui serait prise sans l'Ukraine serait une décision contre la paix. C'est ce qu'a affirmé Volodymyr Zelensky sur ses réseaux sociaux après avoir appris que l'Ukraine ne serait pas conviée à la table des négociations. Donald Trump recevra Vladimir Poutine en Alaska pour tenter de mettre fin au conflit russo-ukrainien. Et un règlement de la guerre comprendra, selon lui, des concessions territoriales. Nous cherchons à récupérer certaines parties et à en échanger d'autres. Il y aura des échanges de territoires dans l'intérêt des deux parties, mais nous en discuterons plus tard. Des territoires qui se trouvent dans les zones ukrainiennes actuellement occupées par la Russie. Mais pour Kiev, pas question de céder la moindre parcelle de terre. La question territoriale ukrainienne est déjà inscrite dans la constitution de l'Ukraine et personne ne reculera ni ne pourra reculer sur ce point. Les Ukrainiens ne céderont pas leurs terres à l'occupant. Des positions entre Moscou et Kiev irréconciliables. Et cette rencontre se fera sans présence européenne, au risque de se voir imposer une décision et de n'avoir aucune marge de négociation. Si les deux tombent d'accord, il sera difficile, et pour les Européens et pour l'Ukraine, d'affronter à la fois les Russes et les Américains. C'est problème de rapport de force. Le 15 août prochain, ce sera la première fois depuis près de 10 ans que le président russe se rendra sur le territoire américain. Une rencontre après donc 6 ans d'absence entre les deux hommes, ce sera vendredi prochain. On en parle avec nos invités. Guillaume Lascanjarias, historien militaire, professeur à la Sorbonne Université. Ulrich Bouna, analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe. Et Paul Gogo, notre consultant Russie et correspondant à Moscou. Tout d'abord, Ulrich Bouna, sur cette situation, on va voir ce qu'a écrit Volodymyr Zelensky, parce qu'il a réagi fermement déjà ce matin. Il a évidemment dénoncé cette rencontre qui se passe sans lui. Il a également tweeté qu'il avait parlé avec Emmanuel Macron, qu'il lui était reconnaissant de son soutien, qu'ils avaient échangé notamment sur la situation diplomatique et plus précisément sur l'Ukraine. Il dit que la France et tous les partenaires sont prêts à œuvrer de manière la plus productive possible pour une paix véritable, qu'il est crucial que les Russes ne parviennent plus à tromper qui que ce soit. C'est surtout ça qui est important. Nous avons tous besoin d'une véritable fin de la guerre, des bases de sécurité solides pour l'Ukraine et les autres pays européens. Ulrich Bouna, là ce qui se passe, c'est une négociation de paix sans le principal intéressé. On a du mal à comprendre comment c'est possible et comment juridiquement même ça serait valable. Alors, je pense que pour Donald Trump et Vladimir Poutine, l'aspect juridique est vraiment complètement secondaire. Et donc, pour le coup, effectivement, ça colle assez bien à leur vision du monde, qui sont que ce sont les grands États qui décident pour le reste. Vladimir Poutine est persuadé que les Européens et les Ukrainiens ne sont que des marionnettes de Washington. Et côté Washington, déjà, c'est une guerre qui n'intéresse pas véritablement Donald Trump. Et en plus de ça, il estime que finalement, les petits États, après tout, pourquoi pas annexer le Groenland, c'est un petit peu la même chose. Pourquoi pas l'Ukraine pourrait donner une partie de ses terres, après tout, c'est pas si gênant que ça. Donc effectivement, là Volodymyr Zelensky, ce qu'il essaye de faire, c'est un petit peu de regrouper. On se retrouve dans une situation qui rappelle un peu celle du début du mandat de Donald Trump, où finalement, pour peser un petit peu, essayer de revenir un petit peu par la fenêtre dans les négociations, Volodymyr Zelensky essaie de regrouper tous les Européens, de faire peser du coup tous ensemble, Européens et Ukrainiens, pour essayer de faire infléchir un petit peu les Américains. Et l'autre point qui est assez intéressant, c'est que il y a un truc, en tout cas, il y a une chose qui manque dans toutes les fuites que l'on voit sortir dans les médias, qui sont plus ou moins d'ailleurs réelles, mais il n'y a pas du tout de garantie de sécurité en fait pour l'Ukraine. Et ça, c'est un élément fondamental. Il faut bien comprendre que quand bien même il y aura un cessez-le-feu qui durerait ce qui durerait, s'il n'y a pas de personnel sur place pour déjà le monitorer, enfin le superviser et prendre des mesures si jamais il est rompu, en fait, ça n'aura aucune valeur et on se retrouve dans une situation presque pire que celle des accords de Minsk II, qui n'ont déjà pas été respectés et qui ont mené à la situation de 2022. Guillaume Lascanjarias, on parlait tout à l'heure avec l'ancien ambassadeur de France en Russie que cette rencontre entre Poutine et Trump, c'était aussi le succès de Poutine. Mais il y a pas moins d'une semaine, une semaine, on avait un Trump vexé par l'absence de réponse de la Russie. Là, il revient un petit peu en homme fort, parce qu'il faut aussi rappeler le contexte dans lequel il a annoncé cet accord. Il était en train d'annoncer un accord de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, donc il s'impose de nouveau sur la scène internationale? Alors, en réalité, Trump n'a jamais varié là-dessus. Il se voit comme un faiseur de paix autant qu'un faiseur de deal. Il faut bien rappeler qu'il y a quelques semaines de ça, avant de l'annoncer là sur cette nouvelle partenariat entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, cette paix qui était faite, il avait déjà dit, entre l'Inde et le Pakistan, et il s'implique beaucoup. On a vu quelquefois qu'il est tenant de ce qu'il appelle la paix par la force. Alors ça a mené au bombardement de l'Iran avant d'imposer un cessez-le-feu
aux deux protagonistes. Là, il est en train de recréer un dialogue bilatéral au détriment et des Européens et des Ukrainiens surtout. C'est-à-dire qu'il a vraiment cette vision du monde dans lequel, théoriquement, selon lui, tout le monde doit pouvoir faire du business. Et puis, finalement, les considérations géopolitiques ne peuvent et ne doivent considérer que cette fin en soi. Et je pense que, profondément, il est choqué par la brutalité, par les combats et par les morts. Et il y a une forme derrière, non pas de naïveté, mais de plan qui est très clair, c'est de toute façon, tout ça ira mieux si on peut commercer entre nous. En fait, il y a une vision du monde qui est très marquée par le 19e siècle, dans lequel les grandes puissances commercent entre elles, et puis le reste du monde marche au pas, quitte à être finalement détricoté ou marchandé. Alors, pour moi, c'est pas Yalta auquel on observe. Ce Yalta, on était tous d'accord que l'Allemagne était l'ennemi et qu'il fallait l'écraser. Là, pour le coup, il n'y avait aucun des partenaires qui soutenait l'Allemagne en 1945. En revanche, pour moi, c'est une autre Allemagne. Là, il faut se souvenir du traité de Berlin en 1885, quand les grandes puissances européennes se découpent l'Afrique. Et pour le coup, il n'y a aucun représentant des pays d'Afrique. Et bien là, on rejoue en fait cette tentation néo-impérialiste ou néocoloniale. On choisit le mot qui convient. Sur le décor de cette rencontre qui aura lieu donc vendredi prochain, on sera en Alaska, sur le sol américain. C'est là qu'on vous retrouve. Sarah Anderson, vous êtes aux États-Unis, notre correspondante à New York, avec donc un lieu qui a été choisi pas vraiment par hasard. Oui, alors effectivement, la Maison-Blanche n'a pas expliqué pourquoi Donald Trump avait choisi l'Alaska, mais c'est un choix logique selon l'entourage de Vladimir Poutine, car l'Alaska est l'État le plus proche de la Russie. Il est donc facile pour les officiels russes de s'y rendre. L'Alaska est séparé uniquement par le détroit de Bering, large d'environ 80 km au point le plus étroit. Et même si on est sur le sol américain, eh bien, l'Alaska apparaît d'une certaine façon comme un terrain plus neutre que Washington. Enfin, c'est aussi une zone relativement sûre pour le président russe. Pas besoin de survoler l'Europe ni d'autres pays liés juridiquement à la CPI, car je le rappelle, Vladimir Poutine est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, ce qui complique toute visite en Europe. Mais les États-Unis, eh bien, eux, n'ont pas ratifié le statut de Rome, le traité fondateur de la CPI. Sarah Anderson, correspondante à New York pour BFM TV, un choix pratique, donc Paul Gogo, mais aussi un choix symbolique. L'Alaska ? Oui, bien sûr, parce que c'est la frontière russe, déjà tout simplement. C'est-à-dire que c'est la seule frontière entre les États-Unis et la Russie. C'était assez intéressant de voir que la Russie, d'ailleurs, lorsqu'on attendait de savoir où les choses auraient lieu, la Russie disait il y a des questions de sécurité qu'on doit prendre en compte. Ce qui laissait quand même entendre qu'il y avait plein de pays que Vladimir Poutine n'avait pas envie de survoler avec son avion et que finalement il préférait que ça se passe pas très loin de chez lui. L'Alaska, ça a appartenu à la Russie. Il y a toujours cette notion d'échange de pays qu'on peut même aller jusqu'à, ou de zones, de territoires qu'on pourrait aller jusqu'à acheter. Donc ça, c'est quelque chose qui, j'imagine, parle beaucoup à Donald Trump notamment. Et forcément, oui, c'est très symbolique pour Vladimir Poutine parce que ça se passe sur le territoire américain. Lui promet déjà que la prochaine fois, ça se passera sur le territoire russe. Donc il y a vraiment l'idée d'une relation personnelle entre les deux hommes qui doit se faire au moins à moyen terme. Mais c'est la preuve que Vladimir Poutine a investi dans cette relation ces derniers temps, tout en se moquant régulièrement de Donald Trump. Mais en tout cas, il a tout fait pour ne pas claquer la porte aux Américains. Et visiblement, il estime que ça a assez fonctionné pour que cette relation perdure et que les deux présidents continuent à se parler dans les temps à venir. Merci Paul Gogo, merci à vous tous pour nous avoir aidé à décrypter cette actualité donc, concernant l'Ukraine. On en vient à présent à cette autre actualité de ce samedi, celle de ce refus d'obtempérer qui a abouti au décès d'un jeune homme à Bièvre dans l'Essonne. C'était tôt ce matin. Clémence Renard, vous êtes notre envoyée spéciale sur place donc, dans cette commune de Bièvre. Tout a commencé à quelques kilomètres de là, à Châtenay-Malabry, cette fois-ci dans le département des Hauts-de-Seine.
Oui, aux alentours de 4h30, 2 hommes sont en train de circuler à bord d'une camionnette. Ils sont suspectés par la police d'avoir dérobé une moto. La police tente alors de les intercepter en vain. Les 2 hommes refusent d'obtempérer. De là débute une course-poursuite jusqu'ici à Bièvre, dans le département voisin de l'Essonne. C'est ici, dans cette ville, que les 2 jeunes hommes ont fini par abandonner leur véhicule et à continuer donc leur fuite à pied. Ça s'est passé ici sur la N118 que vous voyez juste derrière. Selon une source policière, l'un des 2 jeunes hommes a en fait traversé les voies de la N118. C'est là qu'il a été donc renversé par un véhicule de police. Il a été pris en charge par les secours mais n'a pas pu être sauvé. Il est donc décédé de ses blessures. Et il y a un deuxième homme qui est concerné dans cette histoire, un deuxième fuyard. Lui, il a été interpellé. Oui, il a été interpellé sans incident selon une source policière. Il a été placé en garde à vue au commissariat de Clamart, d'où ont débuté les faits. Et les 3 policiers donc présents dans le véhicule lors de l'accident, eux, ont été transportés à l'hôpital. Et le commissariat de Clamart, la CRS autoroutière et l'IGPN ont été saisis. Merci beaucoup Clémence Renard avec Dorine Jarnias dans l'Essonne. On va parler de cet incendie qui a parcouru 16 000 hectares dans l'Aude depuis mardi. Un feu fixé depuis jeudi soir. Il ne progresse plus. On va retrouver Célia Vallée qui est dans l'Aude à Talleyrand pour BFM TV. Les pompiers ont annoncé que ce feu ne serait pas maîtrisé au mieux avant demain soir. Oui, parce que notamment, en fait, c'est la raison, c'est les conditions météo. Demain, ils sont préoccupés par la levée de la tramontagne. Le vent va souffler jusqu'à 45 km/h. Vous ajoutez ça à la chaleur, il va faire jusqu'à 39 degrés. Et au taux d'humidité qui est très bas, eh bien, on se retrouve dans les mêmes conditions que le premier jour du départ de cet incendie. C'est pour ça que le feu ne sera pas maîtrisé avant demain soir. Aujourd'hui, on est dans ce qu'ils appellent une journée de transition thermique. Ça veut dire qu'il y a moins de vent aujourd'hui, donc ils profitent de cette journée pour préparer le dispositif de demain et positionner les pompiers sur une zone plus élargie. Demain, ils vont donc être mobilisés de manière très importante sur ce feu qui, on le rappelle, est fixé. La canicule, elle va continuer toute la semaine et ça va pas les aider. Ils vont rentrer dans un temps long, un temps de veille, de surveillance de 90 km de lisière qui peuvent se réactiver à tout moment. C'est pour ça que ça peut prendre des jours, voire des semaines avant de passer au statut de maîtrisé. Merci beaucoup Célia Vallée en direct de Talleyrand dans l'Aude avec Jean-Louis Chrétien pour BFM TV. On va prendre la direction de notre mur pour vous rejoindre Loïc Rivière pour faire le point justement sur cette situation puisque donc aujourd'hui, on l'a vu, l'Aude est concernée par cette vigilance comme 27 autres départements, mais demain ça va être pire. Les voici, les départements concernés dès aujourd'hui et demain, c'est une bonne moitié sud qui sera concernée en jaune ou en orange. 40 départements cette fois-ci, alors situés des Charentes jusqu'aux Pyrénées, des Alpes jusqu'à la Méditerranée. La Corse reste à l'écart tout de même. Et au nord, pour l'instant, la chaleur ne s'est pas encore installée. Mais regardez derrière vous, la pompe à chaleur est déjà bien en place. Elle a un nom, elle s'appelle Dexter. C'est une ex-tempête tropicale qui joue le rôle de pompe à chaleur. Elle fait remonter cette masse d'air torride venue du Maghreb, d'Espagne, qui a déjà franchi la barrière des Pyrénées. Alors pour cet après-midi, on attend des pointes à 40 degrés. On les a déjà frôlés hier. Vous voyez ce premier pic de chaleur enregistré pour cette journée de vendredi avec des pointes à près de 40 degrés, notamment en allant vers le département de l'Aveyron. Là, nous sommes dans l'Aude. Dans le département de l'Aude, c'est important, on s'arrête à Ribotte. Les pointes à 40 degrés sont attendues entre dimanche et mardi. On comprend bien pourquoi les pompiers veulent absolument maîtriser l'incendie. Avant demain soir, les nuits, vous avez raison, seront de plus en plus difficiles à supporter dans les jours qui viennent. Au petit matin demain, on aura déjà 27 degrés à Perpignan et 40 degrés dans le courant de l'après-midi pour cette journée de dimanche. Vous voyez, cette masse d'air va se maintenir sur une bonne moitié sud. On atteindra les 32 degrés en région parisienne, les 30 degrés vers l'intérieur de la Bretagne. On est sur un plateau chaud avec plusieurs pics à venir. Le pic de chaleur, notamment, est prévu pour lundi à l'échelle du pays. On fera la moyenne du nord au sud, du matin, de l'après-midi. Cette moyenne va se situer à 28 degrés, température extrême. Et là encore, on aura des pointes à 40 degrés en allant vers le sud. Ça va durer probablement jusqu'à vendredi prochain, donc jusqu'au week-end du 15 août au moins.
Merci Loïc. Et donc ce QR code pour scanner la météo de votre ville. Merci beaucoup pour ces précisions. Et on va rejoindre le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque, qui est avec nous en direct pour BFM TV. Toulouse qui est concerné par cette vigilance canicule. Bonjour, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui est mis en place concrètement à Toulouse pour vos administrés à quelques heures, si ce n'est déjà le cas, de cette nouvelle vague de chaleur ? Nous sommes déjà dans une situation d'alerte orange, donc on a mis en place un tas de dispositifs particuliers, divers et variés. Pour les seniors, la possibilité d'aller dans des restaurants seniors jusqu'à 18h, donc des endroits frais qui sont garantis. Et puis, sur 45 parcs et jardins de la ville, nous étendons les horaires jusqu'à 21h et même une quinzaine d'entre eux seront accessibles jusqu'à 23h. Également, les horaires des piscines sont étendus jusqu'à 20h. On a un tarif piscine spécial quand il y a cette alerte, c'est-à-dire qu'au lieu de payer un petit peu plus de 3 €, on paie 1 € seulement pour aller à la piscine. Les horaires des musées également sont étendus jusqu'à 20h. Donc vous le voyez, on essaie de mettre à disposition des plus fragiles, de ceux qui en ont besoin, de ceux qui vivent dans des endroits qui ne sont pas climatisés, des endroits de fraîcheur où la vague de chaleur devient vivable et supportable. On le sait, alors ça répond à des mesures ponctuelles, à un constat ponctuel, à ces alertes. Mais de manière plus générale, les vagues de chaleur, elles se multiplient. Votre territoire particulièrement est de plus en plus concerné. Ce sont les conséquences évidemment du changement climatique. Ça pose la question des adaptations des villes. À Toulouse, qu'est-ce qui a été mis en place, peut-être sur un plus long terme, pour pouvoir essayer de gérer cette chaleur au mieux pour les prochaines années ? Alors effectivement, il y a les mesures ponctuelles et puis après il y a les mesures structurelles, celles qui tendent à transformer la ville. Quand on construit un quartier aujourd'hui, on ne le construit pas selon les principes d'hier. Par contre, il faut adapter la ville qui existe. Alors ça passe par des mesures très nombreuses dans de nombreux domaines. On a lancé un plan 100 000 arbres pour planter 100 000 arbres supplémentaires à Toulouse entre 2020 et 2030. On enlève du bitume, environ 50 000 mètres carrés qui sont enlevés chaque année. On a équipé toutes les classes, il y en a 1500 dans les écoles primaires et maternelles de Toulouse, de brasseurs d'air pour les périodes de juin et de septembre où les gamins sont à l'école. Nous avons également une nouvelle réglementation d'urbanisme qui va entrer en vigueur et qui prévoit ce qu'on appelle l'albédo sur les immeubles que l'on rénove, sur ceux que l'on construit, la nécessité d'utiliser des couleurs claires qui n'emmagasinent pas la chaleur, mais qui au contraire la repousse. Donc effectivement, la transformation de la ville à l'échelle d'une grande ville comme Toulouse, dont la superficie est supérieure à celle de Paris, 12 000 hectares, c'est un travail de longue haleine, mais que nous menons de manière très volontariste et depuis plusieurs années, bien évidemment. Jean-Luc Moudinque, votre ville elle est traversée par la Garonne. On se souvient, il y a quelques années, en 2022, de la sécheresse qui avait justement entamé assez sérieusement la rivière. C'est une de vos autres difficultés, la sécheresse. Comment vous y remédiez ? Alors, la sécheresse ne touche pas les besoins de la ville en termes de ressources en eau. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est dans période difficile, comme actuellement, le débit d'étiage, c'est-à-dire le niveau minimal de la Garonne, garantit sans difficulté les besoins des citadins. Par contre, on doit faire en sorte que ceux qui ont besoin d'eau en ce moment, c'est-à-dire les agriculteurs qui nous nourrissent, ne l'oublions pas, puissent en disposer davantage. Et donc nous avons mis en place depuis l'année dernière quelque chose qui marche bien, on est les premiers en France, parmi les métropoles à le faire, c'est un tarif saisonnier pour l'eau. L'eau est plus chère pendant les mois chauds, là où la ressource est rare, et elle est moins chère les autres mois de l'année, les 7 mois entre novembre et fin mai. Ça veut dire qu'avec cette mesure-là, les comportements s'adaptent, les comportements changent. Il y a moins d'eau, on fait davantage attention. Il y a davantage d'eau disponible, alors à ce moment-là, on peut avoir une ressource en eau qui soit plus basse, le tarif plus bas. Merci Jean-Luc Moudinque, maire La France Audacieuse de Toulouse, pour nous avoir expliqué les mesures que vous avez mises en place pour remédier à cette vague de chaleur ponctuellement, mais aussi sur le plus long terme.
L'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Chaleur aussi sur la route des vacances. Hydratez-vous bien puisque les bouchons, on n'en manque pas aujourd'hui. On a dépassé à la mi-journée les 1200 km d'embouteillage cumulés sur la route du pays. Vous voyez que les conditions sont devenues très compliquées depuis la mi-journée. Elles le sont encore. Signe d'une circulation très difficile. Oui, très difficile. En effet, ce samedi, ils ont futé voie rouge dans le sens des départs, dans le nord-ouest et autour de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Partout ailleurs, vous le voyez, c'est quand même orange. C'est rouge également dans le sens des retours sur le quart sud-ouest. Attention donc, puisque ça reste difficile dans les deux sens de circulation. Et demain, demain, ça va s'améliorer. Voilà, regardez comme c'est vert, comme c'est beau. Encore des difficultés, je vous le concède, sur le quart sud-ouest du pays et sur la Côte d'Azur, notamment. Restez évidemment vigilants. Tout de suite la météo. C'était l'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. La météo. Un village symbolise à lui seul l'envolée des températures. Ces jours-ci, nous sommes en Lozère, à près de 1000 mètres, à Saint-Alban. Au petit matin, ce jeudi, on avait à peine plus de 0 degré, mais dans l'après-midi, près de 32 degrés. Cette fois-ci, oui, 32 degrés gagnés en l'espace de quelques heures seulement. La chaleur ne cesse de s'accumuler. 40 départements seront donc en vigilance orange pour cette journée de dimanche. Des Charentes en descendant vers les Pyrénées, des Alpes en descendant vers la Méditerranée. La Corse va rester à l'écart, le nord du pays également. Mais là aussi, la chaleur va peu à peu se faufiler dans les jours qui viennent, en liaison avec l'anticyclone, mais aussi avec l'ex-tempête tropicale Dexter, qui va jouer le rôle de pompe à chaleur et qui fait donc remonter cette chaleur extrême venue d'Espagne. Sous un soleil omniprésent à nouveau. Alors, il y aura bien quelques nuages élevés, notamment près des frontières du nord. Sur les bords de Loire, quelques nuages bas sous forme de brouillard près des côtes de la Manche ou alors dans le Pays Basque. Ils vont s'éclipser dans l'après-midi. C'est un soleil de plomb qui va s'imposer. On aura quelques coups de tonnerre sur les Pyrénées. Et cette tramontane, toujours, oui, le vent a tourné en direction du Roussillon, dans le département de l'Aude, notamment à des rafales jusqu'à 40, voire 50 km/h. Et au petit matin, on aura déjà 27 degrés à Perpignan, nuit tropicale dans le sud-est du pays, 23 degrés à Lyon, une quinzaine de degrés dans le même temps à Paris et seulement 9 degrés à Brest. Là aussi, la chaleur va se faufiler vers l'intérieur de la Bretagne, jusqu'à 30 degrés prévus dans l'après-midi à Rennes. Vous aurez 35 à Lyon, 38 à Toulouse et à nouveau des pointes à 40 degrés des bords de la Garonne jusqu'à la Méditerranée. La météo des plages avec ruducommerce.fr. High-tech, livres, jeux, bricolage. Tous les produits de l'été sont sur ruducommerce.fr. Regardez la météo avec entrediscount.com. Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. C'est le retour de l'été ce week-end. Près des côtes de la Manche, les températures augmentent sensiblement. À Plérin ou à Deauville, même température dans l'eau, dans l'air, 26 degrés et 20 degrés pour plonger en direction de l'océan. Le soleil sera omniprésent. De très fortes chaleurs à noter pour ce dimanche, jusqu'à 36 degrés dans le bassin d'Arcachon. L'eau est à 20 degrés, gare au choc thermique. En Méditerranée, la température de l'eau remonte partout. Désormais, 23 degrés à Collioure, jusqu'à 37 degrés au plus chaud de cet après-midi. On pourra avoir quelques coups de tonnerre en fin de journée. Une eau à 24 degrés à Port-de-Bouc. Et à nouveau, on peut trouver une eau à 26 degrés, notamment à Cannes, et jusqu'à 33 degrés sur la Croisette. Bon week-end. C'était la météo des plages avec ruducommerce.fr. High-tech, livres, jeux, bricolage. Tous les produits de l'été sont sur ruducommerce.fr. C'était la météo avec entrediscount.com. Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Vous regardez l'après-midi info, mais tout de suite votre document long format. La chasse commence sur la traque d'Adolf Hitler, les coulisses d'une enquête mondiale sur ce qui est arrivé à Hitler à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Première étape de cette traque en Argentine où un rapport du FBI situait la résidence d'Hitler alors qu'il était déclaré mort. Un document RMC découverte. Le retour de l'info, c'est à 17h sur BFM TV.